C'est bon, tout fonctionne? Bon bah super. Bon bah si on est prêt, on va pouvoir commencer. Ah, petit Larsen, ok. Plutôt comme ça? Très bien. Ouais. Ok. Bonjour à toutes et à tous, Diane Dewaal, je suis chargée de mission chez Federec en charge de la filière du recyclage des plastiques. Notamment, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va parler avec les intervenants que je vais vous présenter tour à tour d'incorporation, qui est un gros sujet donc, au niveau européen et français, donc, en termes réglementaires, en termes d'innovation technique et technologique. Donc on va parler de tous ces enjeux-là aujourd'hui. Donc voilà, tour à tour, on va pouvoir parler donc avec Emmanuel Katrakis, ici présent, qui est secrétaire général de la Confédération européenne du recyclage, donc URIC, pour ceux qui connaissent. Manuel Burnand, donc directeur général de Federec, qui est la fédération donc, des entreprises du recyclage. Christophe Vian, qui est président de la filière plastique de Federec depuis quelques années déjà, qui a été réélu tout récemment pour un dernier mandat pour 3 ans. Et Pascal Lambert, donc, qui est expert chimiste chez SGS, qui est un partenaire Federec et qui va nous présenter notamment les enjeux relatifs au contact alimentaire, qui est un gros enjeu sur la filière emballage pour tout ce qui est incorporation de plastique. Donc voilà, je vais les laisser parler tour à tour et puis on va tout d'abord commencer avec Emmanuel Katrakis qui va peut-être nous présenter les différents enjeux au niveau européen, donc relatifs à l'incorporation, nous faire peut-être un petit exposé du paysage réglementaire. Comme vous le savez, voilà, il y a eu plusieurs réglementations dans le cadre du pacte vert européen qui ont été adoptées. Je laisse Emmanuel, expert sur ce sujet, vous présenter un petit peu le paysage européen avant qu'on poursuive. Voilà, merci Emmanuel. Très bien, bonjour à tous. Alors, expert sur le sujet, je ne sais pas. Par contre, pouvoir présenter dans les grandes lignes les questions d'incorporation au niveau européen sur les plastiques, ça, je pense que je vais pouvoir le faire. Voilà, on va commencer. On va revenir un peu avant le pacte vert européen, donc le Green Deal. Avec le premier slide, en janvier 2018, il y a eu une stratégie plastique que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui a été publiée par la Commission européenne, qui était une réponse à la fois à la version 1 du plan d'action économie circulaire qui était publié 2 ans avant, et également à effectivement toute une campagne sur les plastiques au niveau européen, au niveau mondial, pas toujours bienveillante, et qui a donc poussé la Commission européenne à publier un texte qui est plutôt programmatique, avec toute une série d'actions qui s'appelle la stratégie européenne plastique, et qui partait effectivement du constat qu'on a environ, je vais essayer de me mettre un peu plus loin, 25 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont produites en Europe chaque année, moins de 30% de ces déchets qui sont récupérés pour être recyclés, et environ uniquement 6% de la demande de matières plastiques en Europe qui sont couverts par les plastiques recyclés. Donc effectivement, je vais prendre le slide d'après, le constat n'était pas très brillant. Après, il y avait également, et ça c'est quelque chose sur lequel on a poussé naturellement, le fait que recycler des plastiques, c'est pas uniquement bon en termes d'efficience des ressources, mais également bon en termes d'économie de CO2. Et justement, cette commission, cette stratégie européenne sur les plastiques a repris les chiffres de l'étude Federec-ADEME pour venir à cette espèce de... C'est pas une conclusion, mais en tout cas le fait que recycler 1 million de tonnes de matière plastique, ça équivaut à enlever en termes d'économie de CO2 environ 1 million de voitures sur les routes. Donc c'est une manière effectivement très communicante, de communiquer sur la question. Et si on va sur le slide, je pense, d'après, il y a eu dans la foulée, et je fais juste l'historique, la Circular Plastics Alliance, qui est une initiative assez unique au niveau européen. Tout le monde était un peu dubitatif au début, mais finalement il y a quand même du travail très utile qui est fait, avec un objectif. On n'est pas là encore d'atteindre environ 10 millions de tonnes de plastique recyclé pour les remettre dans les produits à l'horizon 2025. Je vous dirai ensuite à peu près à combien on était au début, et où effectivement un certain nombre de parties prenantes dans le secteur des plastiques ont signé non seulement en déclaration, mais travaillent depuis
avec un certain nombre de comités thématiques sur les plastiques issus de l'emballage, les plastiques issus des plastiques dits techniques. J'ai laissé ça aux experts de RIC en la matière. On a travaillé beaucoup sur les plastiques, notamment dits techniques, sur un certain nombre de problématiques pour atteindre ces objectifs. Alors, c'est une initiative qui est volontaire, donc ça a ses propres limites, mais ça nous a également permis, non seulement les fédérations professionnelles, mais également leurs représentants, les entreprises, d'avoir une meilleure connaissance, même sur les sujets qui nous divisent, et de pouvoir travailler ensemble. Donc je pense que globalement c'est positif, mais c'est qu'une roue, je dirais, de la charrue, et qui nous occupe encore, puisqu'on n'est pas encore à 2025, et on est loin d'atteindre les objectifs qui ont été initialement fixés. Je vais prendre le slide après. Ensuite, et ça je pense que ça a été une barrière psychologique qui est tombée de manière assez forte. On a eu, avec la directive sur les plastiques à usage unique en 2019, qui a été proposée par la Commission, sans aucun objectif de contenu recyclé dans la proposition initiale, une grande modification, une inversion dans les curseurs, parce que jusqu'à présent, au niveau européen, on avait des objectifs de recyclage par type de flux, les emballages, les VHU, les D3E. On n'avait jamais d'objectif de contenu recyclé. Donc on travaillait toujours effectivement sur le push, on travaillait toujours sur fixer les objectifs, mais on ne regardait jamais le marché en aval. Et il y a eu, il faut le dire, un travail de lobbying qui a été fait, on y a participé, pour essayer d'aller de l'avant et fixer des objectifs de contenu recyclé de manière, je dirais, assez pragmatique. On a commencé avec le PET, où la technologie est mature. Et finalement, c'est le Parlement européen qui a embrayé, qui a proposé des amendements, et finalement qui ont été acceptés par le Conseil, puisque c'est toujours pareil au niveau européen. La Commission propose, le Parlement et le Conseil amendent, et finalement décident. Et donc l'obligation d'incorporation et donc des premiers objectifs de contenu recyclé a été intégrée dans les plastiques à usage unique, 25% pour le PET pour les bouteilles en PET d'ici à 2025, et 30% pour toutes les bouteilles, quel que soit le polymère. Les bouteilles, je parle de bouteilles, il y a une annexe dans la directive sur les plastiques à usage unique, l'annexe F, d'ici à 2030. Et je dis que ça a vraiment été une barrière psychologique parce que effectivement il y a une résistance, ça c'est un fait. Et puis aujourd'hui on voit effectivement que les metteurs sur le marché communiquent énormément sur des objectifs qui ont été déjà largement dépassés. Alors pour le PET on parle souvent de 100%, mais surtout ça a permis pour la première fois de décorréler le marché du recyclé du marché du vierge. Et c'était assez fondamental, notamment avec au début de la crise du Covid où les marchés sont effondrés. Et c'est pour ça que je mets cette courbe. On voit effectivement que les prix du pétrole sont cassés la gueule. Je sais qu'on est aux antipodes aujourd'hui. Le prix des polymères, qu'ils soient vierges ou recyclés, sont également cassés la figure, sauf pour le marché du PET. Ce qui effectivement montre que ça a permis à la filière, et ça continue de permettre à la filière d'investir. Je ne dis pas tout est vert, mais ça a vraiment été un vrai coup de boost. Et donc finalement tout ce qu'on disait pendant des années sur le fait qu'on a besoin également d'objectifs réalistes, et j'insiste sur le terme réaliste de contenu recyclé pour donner un vrai marché, sur un vrai signal de marché, ça a fonctionné. On a commencé avec le PET, je pense que c'était effectivement à la fois pragmatique et réaliste, et surtout on a pu pour la première fois décorréler les prix et donner un vrai signal, et aujourd'hui on a une boucle qui est plutôt vertueuse sur ce flux en particulier. On a eu une nouvelle commission européenne, alors moi je représente l'industrie au niveau européen, il n'y a pas d'amalgame, mais qui, malgré le Covid, a décidé de faire cette espèce de pacte vert européen sa priorité stratégique. Et donc la première conférence de presse de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, c'est assez emblématique, a été sur la publication du pacte vert européen. Environ 4 mois après, le 11 mars, la veille du lockdown à Bruxelles, je m'en souviens parce que c'est une période assez bizarre, la Commission a publié sa version 2 du plan d'action de l'économie circulaire, donc 5 ans après. Et donc là, pour le coup, a décidé, là encore c'est un document programmatique, ce ne sont pas des textes de loi, de donner comme instruction, si je peux dire, aux différentes DG, notamment la DG Environnement, de travailler sur des obligations d'incorporation pour les plastiques, pour d'autres types de produits. Donc la directive qui est en cours qui va être proposée, pour l'instant on est toujours dans la phase d'étude d'impact qui est en train de se finaliser sur les emballages, les matériaux de construction et les véhicules. Donc je ne dis pas que ce sera les uniques, je dirais, flux où il y aura des objectifs de contenu recyclé, mais en tout cas, ce sont des flux sur lesquels il y a un mandat qui a été donné à la Commission
pour travailler sur des objectifs de contenu recyclé dans le cadre des instruments réglementaires qui vont être publiés. Pour la directive emballage, on attend à ce que celle-ci, elle devait être publiée fin décembre de cette année. Il y aura un peu de retard, mais ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais très clairement, on s'attend à ce que des objectifs de contenu recyclé soient inclus dans le cadre de la directive emballage, d'autant plus que Plastics Europe, qui est l'association qui représente l'industrie des plastiques, a communiqué début septembre le fait qu'elle soutenait des objectifs de contenu recyclé à hauteur de 30%, chose qui n'avait jamais été faite jusqu'à présent par pareille association avec lesquelles on travaille notamment. Donc on va continuer sur l'autre slide. Je suis désolé si mes slides là sont en anglais, mais c'était juste pour faire une sorte de récap sur l'alliance plastique, l'alliance sur les plastiques circulaires. L'objectif, c'était 10 millions de tonnes. Lorsque l'alliance a commencé, on était à 4 millions, avec une répartition que vous voyez ici, beaucoup de plastiques qui vont dans le secteur de la construction, ensuite dans l'emballage et naturellement moins dans les plastiques dits techniques, VHU, électroniques. Et effectivement, les différents instruments dans lesquels les objectifs sont soit incorporés, si je peux m'exprimer ainsi, soit on attend à ce qu'ils soient effectivement inscrits ou en tout cas proposés. Slide d'après. Donc en ce moment, il y a tout un travail technique qui est fait, que l'équipe avec laquelle je travaille à Bruxelles, sur lequel travaille beaucoup, effectivement, sur à la fois... alors c'est des travaux qui sont faits par le Joint Research Center, c'est-à-dire le centre de recherche scientifique qui est une agence de la Commission européenne, sur effectivement les potentiels objectifs de contenu recyclé dans les voitures, la définition du recyclage, notamment avec l'émergence du recyclage chimique, et surtout ensuite comment on peut calculer à la fois du recyclage et des contenus recyclés, et effectivement des consultants type Eunomia qui travaillent sur des recommandations pour, ça je pense que ça sera dit peut-être un peu après, sur comment on calcule, on vérifie, on fait le reporting sur les contenus recyclés, à la fois pour les plastiques à usage unique et les flux qui viendraient après. Et là j'avoue qu'il y a beaucoup d'options sur la table. Ne me posez pas trop de questions là-dessus, c'est pas moi qui effectivement m'en occupe, mais je sais sur la base de ce que font mes collègues qui travaillent dessus que rien n'est décidé à ce stade. Et ensuite, pour terminer, slide après, effectivement, il y a un travail qui est fait notamment sur les voitures, où on a pris position en faveur des objectifs de contenu recyclé d'environ 25% à l'horizon 2025. Maintenant, encore une fois, là, c'est vraiment une prise de position. On travaille avec d'autres associations également dessus, et on attend à ce que la proposition pour la révision de la directive VHU soit proposée en Q4, donc 4e trimestre 2022. Donc on a plus d'1 an à attendre. Ce que j'expliquais hier dans une conférence, on a fini l'étape bilan. La Commission maintenant travaille sur son étude d'impact, sur les différentes options qu'elle va considérer pour réviser cette directive. Et naturellement, elle réfléchit très fortement aux questions liées au contenu recyclé pour les plastiques dans les véhicules. Voilà, c'était une sorte de bref panorama d'une question assez complexe. Et je vais... Voilà. Merci beaucoup. Petit Larsen. Merci Emmanuel pour ce tour d'horizon européen sur l'incorporation. On va passer du coup faire un petit focus sur la partie emballage dans le cadre justement de ces nouvelles obligations d'incorporation dans les bouteilles en plastique. Il y a une nouvelle problématique qui se pose à l'heure actuelle, c'est comment faire pour que le plastique recyclé puisse être incorporé dans de nouveaux emballages en contact avec les aliments. On a donc un partenaire chez Federec, SGS, qui est représenté ici par Madame Pascale Lambert et qui va nous parler un petit peu de ces réglementations au niveau européen sur le food contact, donc le grade alimentaire. Et donc tout d'abord peut-être nous représenter ce que c'est SGS et ensuite dire quelles sont voilà, ces différentes évolutions, pourquoi il y a un enjeu autour de ce grade alimentaire. Et voilà, je vais vous laisser la parole, je vais essayer de m'éloigner un petit peu. Ah bah, très bien, parfait. Merci. Bonjour à tous. Alors SGS, en fait, on est le leader mondial de l'inspection et du contrôle dans le monde. Donc on est 95 000 personnes dans le monde, on est à peu près 3 500 en France et on représente... on a différents laboratoires chimiques, mécaniques, de performance et de transport. Et on a aussi pas mal de filiales d'inspection et d'audit qui peuvent aider les usines à réaliser des audits pour le plastique recyclé notamment.
Alors, au niveau du contact alimentaire, donc les matériaux contact alimentaires en Europe et même dans le monde sont très réglementés, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc au niveau de l'Europe, il y a différents règlements qui concernent tous les matériaux, pas uniquement les plastiques, notamment le premier règlement 1935-2004 qui va régir vraiment les grandes lois du contact alimentaire pour juste dire que en fait, les matériaux ne doivent pas présenter un danger pour la santé humaine, qui est le principe fondamental. Il va aussi régir tout ce qui est déclaration de conformité. Donc vous devez émettre des déclarations quand vous produisez des produits contact alimentaire avec des exigences très particulières qui sont décrites dans le règlement. Il y a aussi une partie marquage et traçabilité des matériaux. Au niveau de l'Europe, il y a aussi un autre règlement qui est le 2023-2006 qui concerne les bonnes pratiques de fabrication. Donc toutes les usines qui fabriquent des matériaux contact alimentaire sont censées les fabriquer sur de bonnes conditions d'hygiène, forcément, on ne va pas polluer le matériau en le produisant, et avec un système qualité qui est correct. En France, on a des décrets français qui rappellent le non-respect au règlement européen, donc qui fixent des dispositions pénales, mais ça reprend exactement les mêmes dispositions que le règlement européen. Ouais. Au niveau des plastiques, il y a un règlement spécifique européen pour les plastiques, donc le 10-2011, qui est régulièrement amendé. Il y a eu 15 amendements, le 16e est en cours de publication. Il sera publié, je pense, en 2022. Dans ce règlement-là, en fait, ça définit le champ d'application, forcément. Et il y a une partie qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la liste positive. Donc, en fait, c'est la liste des substances autorisées à faire du plastique alimentaire. On ne peut pas mettre n'importe quelle substance chimique pour faire du plastique alimentaire. Et toutes les substances chimiques autorisées sont listées dans ce règlement-là. Donc quand un fournisseur fabrique du plastique alimentaire, il est censé vérifier que toutes ces substances utilisées, donc forcément il y a les monomères de base, PE, PP, PET, forcément c'est évident, mais il y a tout ce qui est additif qui est super important et tout ce qui est colorant. Donc tous ces composés sont listés, on doit, nous, au niveau autorité de contrôle, au niveau des laboratoires, vérifier que ces substances-là sont bien autorisées et ne vont pas migrer dans l'aliment. Après, dans le règlement, ça fixe forcément tout ce qui est conditions de test pour les laboratoires, pour pouvoir vérifier les matériaux selon leur usage final. Et il y a une partie déclaration de conformité aussi pour les matériaux plastiques. Pour tout ce qui est plastique recyclé, donc en contact alimentaire, c'est très réglementé. Alors, on parle beaucoup de recycler actuellement pour le plastique, mais en contact alimentaire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Actuellement, il y a très peu de plastique alimentaire qui sont recyclés, il n'y a que le PET. Quelques PP et PE, mais c'est vraiment très succinct. Le règlement 282-2008 européen fixe les dispositions à faire du plastique recyclé alimentaire. Donc en fait, il faut que le recycleur de plastique ait obtenu un agrément de la Commission européenne, donc, qui est donné par l'EFSA, l'Agence Sécurité Alimentaire Européenne. Et sans cet agrément-là, il ne peut pas faire du plastique recyclé alimentaire. Donc actuellement, c'est facile pour le PET parce que la collecte et le tri des déchets pour les bouteilles plastiques est relativement simple. On peut recollecter les bouteilles et refaire des bouteilles avec. Pour tout ce qui est film alimentaire, tout ce qui est polypropylène, c'est beaucoup plus compliqué. Donc actuellement, en France et même en Europe, la collecte n'est pas encore aboutie pour pouvoir justement séparer les emballages alimentaires des non alimentaires. Parce que dans nos poubelles de tri sélectif, actuellement, on mélange autant des détergents, des produits de détergence que des produits alimentaires. Et derrière, on ne doit pas polluer les produits alimentaires. Donc dans ce règlement-là, il y a toute une partie de traçabilité des matières premières. Donc on doit tracer d'où vient la matière première qui va resservir à faire du plastique alimentaire. On doit aussi prouver sa décontamination. Donc quelles substances peuvent contaminer, parce que quand on a un plastique alimentaire, la partie en contact alimentaire forcément n'est pas polluée, mais quand on va recycler, tout ce qui est extérieur, donc tout ce qui est encre, colle, adhésif, vont polluer ce plastique-là, qui va se retrouver dans le plastique recyclé et qui va pouvoir contaminer l'aliment après. Donc il y a toute une phase de décontamination des plastiques qui n'est pas évidente à faire actuellement avec le plastique, notamment recyclage mécanique. Ah non, c'est avant. Du coup, avant. Donc le règlement de 282-2008, il est en cours de révision à la Commission européenne. Ils vont changer pas mal de choses dedans. Ils vont notamment inclure tous les modes de recyclage. Actuellement, il n'y a que le recyclage mécanique qui est inclus. Ils vont inclure les recyclages chimiques aussi. Et il y a vraiment un gros focus sur la décontamination des plastiques. Donc avec mesure des contaminants et des substances non autorisées. Et bien sûr, s'assurer qu'il est conforme au contact alimentaire, donc il est aussi soumis au règlement général 10-2011. Donc on va refaire les tests derrière des plastiques recyclés pour vérifier qu'il n'y a pas de substances chimiques qui vont contaminer l'aliment derrière.
Après, au niveau des autres matériaux contact alimentaires, il n'y a pas d'harmonisation européenne, donc ça pose énormément de problèmes dans tout ce qui est métaux, verre, papier, carton. Il n'y a aucune harmonisation européenne actuellement, donc il y a quelques résolutions européennes, quelques documents qui peuvent exister, des recommandations européennes, mais ce n'est pas des lois. Donc chaque pays national, chaque pays européen a sa propre loi. Donc ça pose pas mal de problèmes au niveau justement des produits contact alimentaires, et après du recyclage du verre, du métal et du papier carton notamment. Voilà. Merci beaucoup pour ce tour rapide et très complet de cette réglementation européenne. Donc on va passer maintenant un petit peu au cadre réglementaire français, mais plutôt voir quel impact ça a eu aussi sur les opérateurs du recyclage, ces nouvelles obligations d'incorporation au niveau européen. Parce que comme le disait tout à l'heure Emmanuel Katrakis, cette obligation de la part de la directive SUP doit être transposée donc, au niveau français. Donc il y a eu la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a transposé cette obligation de réincorporation de RPET donc, dans les bouteilles d'ici 2025. Et pour tout type de plastique d'ici 2030, dans le sens où là il y a un décret qui est en cours de consultation et en cours d'élaboration auprès des pouvoirs publics pour transposer cette nouvelle obligation. Et donc là je vais laisser parler Christophe Vian, donc, qui est président de la filière plastique pour FEDEREC et qui va peut-être nous expliquer un petit peu les conséquences de cette obligation au niveau des opérateurs, des industriels du recyclage. Et voilà, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Ce qui est intéressant dans ce qui a été présenté juste avant par mes collaborateurs, c'est que la transcription européenne en loi française, elle est très intéressante. On pousse depuis des années à dire que la commande publique et que la loi va tirer le recyclage du plastique. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de demandes pour aller chercher et collecter du plastique à recycler. Quand l'État français a dit il y a 2 ans de ça, l'objectif c'est de faire 100% de recyclé, on s'est tous regardé un peu de plastique recyclé, que voilà, on atteindra le 100% dans quelques années. On s'est tous dit, c'est un rêve fou. Néanmoins, ça va tirer la machine. Et on a poussé ça en disant, c'est pas si idiot que ça. Et finalement, quand on traduit, qu'on se dit 25% de plastique recyclé en 2025 et 30% en 2030, c'est une super idée. Et on l'a vu très concrètement, nous, sur les marchés français. Je vais me limiter à la France pour que vous compreniez bien. Depuis 2 ans, le PET recyclé, il y a une très très forte demande. En France, on collecte 1 bouteille sur 2. Il y a une capacité de consommation de plus de 2 bouteilles. On pourrait tout recycler si on collectait tout aujourd'hui. Et les cours de marché font qu'on va chercher cette matière parce qu'on en a besoin, parce qu'elle a une valeur qui est intéressante. Je m'explique. Il y a 3 ans de ça, quand on commençait à parler de PET recyclé, de RPET, ça valait 10% de moins en valeur. Le granulé valait 10% de moins que le granulé vierge. Aujourd'hui, là, ce mois-ci, on est à un prix qui est 1/3 supérieur au prix de la matière vierge. Je fais court, je vous donne une grande donnée. 1 500 € la tonne de granulés vierge, quasiment 2 000 € la tonne de PET recyclé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les demandeurs, les grandes marques, comme elles sont un peu tirées par cette loi et ses objectifs de dans 5 ans, elles se disent, zut, il faut que j'incorpore dans ma bouteille du PET recyclé, il faut vite que j'aille le trouver où il est. Et donc, je vais aller le chercher, ce PET recyclé. Ce qui fait monter le prix. Ce qui fait monter le prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toute l'industrie du recyclage se dit, zut, j'ai pas assez de bouteilles, j'ai pas assez de contenants, il faut que j'aille les chercher, parce que finalement, je vais réussir à vendre ce produit-là. Quand on a, nous, dit depuis des années à l'État, il faut absolument pousser ce taux d'incorporation pour que justement, on aille chercher ça, on voit que ça marche aujourd'hui. Quand je dis nous, c'est tout le monde. Il y a les éco-organismes, il y a les entreprises du recyclage, il y a les entreprises de la pétrochimie, il y a les entreprises qui fabriquent des pièces plastiques. Tout le monde est allé dans ce sens-là et l'Europe pousse également dans ce sens-là. Donc c'est hyper bénéfique. Malheureusement, ce que disait tout à l'heure ma collaboratrice, c'est que c'est vrai qu'on est pour l'instant limité qu'au PET pour le contact alimentaire. Le contact alimentaire, il est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande consommation de plastique recyclé dans l'alimentaire. Sauf que le seul plastique qui aujourd'hui est capable de faire de l'alimentaire, c'est le PET. Pourquoi? Je vous fais simple, hein. Le PET, il y a une technologie qui s'appelle la tour de polycondensation qui chauffe suffisamment le plastique pour neutraliser tout ce qui pourrait être un contaminant. Et aujourd'hui, cette technologie, on ne sait vraiment la faire que dans le PET, ou alors éventuellement dans un avenir proche, on l'espère, ce qu'on appelle le recyclage chimique qui va justement être capable de neutraliser tout ça. Donc en fait, notre visibilité à court moyen terme, il y a de grands espoirs pour aller pouvoir recycler encore davantage le plastique,
Allez chercher, on recycle que 20% des tonnes de plastique qui sont mises sur le marché en France. Il y a encore 80% à aller chercher. Il nous manque un peu de technologie. Le recyclage mécanique, il est déjà très bien. Il y a encore un petit peu de progrès à faire, mais il ne suffira pas. Il faudra aller faire un peu de chimique, il faudra aller chercher d'autres technologies. Mais on a la capacité. On a aujourd'hui une économie qui nous dit, ben, finalement, ça peut marcher. Il y a une économie qui se fait, donc il y a des gens qui vont investir, il y a des privés qui vont investir, il y a l'État qui tire avec nous et qui nous dit je vais vous aider en faisant une législation. On manque un peu, hein, on a encore besoin de tirer un peu de certaines législations pour pouvoir progresser, mais on va vraiment dans le bon sens. Donc aujourd'hui, on est en train de se dire il y a un avenir pour le plastique recyclé bien plus élevé que l'actuel. La réglementation nous aide, l'économie nous aide. À moins qu'il y ait encore un Covid ou qu'il y ait encore quelque chose qui fasse que tout s'écroule, on va plutôt dans le bon sens pour le plastique recyclé. C'est plutôt une excellente nouvelle. Merci. Tu as tout dit donc, sur toutes les slides qui succèdent à celle-ci. Et donc, je vais rapidement passer et peut-être maintenant donner la parole à Manuel Burnand. Donc, il est directeur général de FEDEREC et peut-être vous présenter un petit peu les travaux qui sont en cours actuellement en matière d'incorporation auprès des pouvoirs publics et donc dans le cadre du comité stratégique de filière. Donc voilà, Manuel, je vous laisse la parole à ce sujet. J'avais envie aussi pour présenter les idées, présenter le sujet et montrer la complexité de ce recyclage du plastique, parce que vous avez entendu pas mal de choses. Avoir en tête qu'on a 7 grandes résines et je prends un exemple, c'est le polyéthylène. Mais dans le polyéthylène, vous avez des fines polyéthylènes, vous avez du polyéthylène basse densité, par exemple les réservoirs à carburant, vous avez des polyéthylènes haute densité, qui sont les bocals liquides lave-glace, par exemple, dans l'automobile. Donc déjà, au sein des polyéthylènes, vous voyez que vous avez une diversité d'applications. Après ça, vous avez le polypropylène, vous avez l'ABS, vous avez le polyuréthane, le polyamide. Et donc, en fait, quand vous rentrez dans une résine en particulier, vous rentrez dans un monde d'une très grande complexité. Et je dis ça parce que, en fait, on a une perception des plastiques, principalement par l'emballage. Et là, on a affaire, entre guillemets, à quelque chose d'assez simple. Et ça a été dit, le recyclage parfait, c'est la bouteille en PET, qui est facile à recycler. Mais derrière, vous avez plein de problématiques qui se posent. Je vais donner 2 exemples. Par exemple, le polypropylène chargé talc ou chargé fibre de verre. En fait, vous avez à l'intérieur de la matrice plastique des charges minérales, par exemple. Et à l'opposé, vous avez également les retardateurs de flamme. On a ça sur les déchets électriques et électroniques. Juste pour montrer que, en fait, quand on parle du recyclage plastique, c'est pas quelque chose de simple. C'est un univers en soi. Et en fait, on adresse des questions de résine et des questions de marché. Et alors, le gros marché, celui dont on imagine, c'est le marché des emballages, qui représente 2 millions de tonnes de mise en marché. Et juste que vous ayez les chiffres clés, on a présenté les objectifs européens. La mise en marché sur l'ensemble des secteurs en France, on est autour de 4,8 millions de tonnes. Et là, on se dit, waouh, on a un objectif à 1 million de tonnes. Donc ça veut dire qu'on a la marche est haute. Mais voilà, faut imaginer que derrière, il y a beaucoup de complexité. Il y a des choses qu'on peut faire vite. On peut tourner en boucle fermée dans la bouteille en plastique, mais c'est pas possible dans tous les cas de figure. Et il y a le cycle de la vie. C'est-à-dire que vous avez un PVC dans le bâtiment ou un polyéthylène dans le bâtiment. Il va sortir du bâtiment au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors que la bouteille PET, elle va tourner très vite. Et dans l'automobile, on est plutôt sur un cycle de 20 ans. Et dans l'électrique électronique, on est sur un cycle de 10 ans. Donc voilà, c'est juste pour donner un peu des perspectives sur ce sujet-là, fixer un peu les idées pour tout le monde. Après ça, comment on travaille sur le sujet? Effectivement, on a un comité stratégique. C'est une énorme opportunité qu'on a pour la France, c'est de travailler en partenariat avec l'État sur le recyclage et la valorisation des déchets. Et ça veut dire qu'on a l'État, la DGPR, je dirais, qui est en contrôle de nos processus, qui est en la partie réglementaire, mais qui est aussi à nos côtés pour déverrouiller les verrous. Et puis, le CSF, il a l'avantage de permettre de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de la plasturgie. On a en ce moment un sujet sur la comptabilisation, parce qu'on dit qu'il faut intégrer du recyclé. Mais ça veut dire quoi, intégrer du recyclé? De quoi parle-t-on et comment on le mesure? Et ça paraît basique comme ça comme question, mais la réponse peut dire qu'elle n'est pas facile. Est-ce que c'est un contrôle documentaire? Est-ce que c'est un contrôle dans les usines? Est-ce que c'est des audits, etc. Donc on est dans le dur en ce moment de tous ces sujets-là. Bien sûr, il y a des grands objectifs, après ça, il faut le décliner. Donc ça, c'est des sujets qu'on traite dans le cadre du CSF déchets. Et après ça, c'est les meilleures pratiques. Donc voilà, on a objectivé un petit peu ça. Donc
premier travail qu'on a fait, qui a duré 2 ans, c'est un état des lieux des résines dans les différents secteurs. Alors le grand secteur, c'est l'emballage, le bâtiment, l'automobile, les équipements électriques et électroniques et l'agriculture. Et on a un éco-organisme qui a été un peu en anticipation là-dessus, qui s'appelle Adivalor, moi que j'aime bien particulièrement parce que bon, ils n'ont pas eu un agrément de l'État, mais ils se sont pris en main et ils ont traité bon an mal an le sujet. Ils font pas forcément beaucoup de bruit, mais ça fait partie des bons exemples, je dirais, au niveau français de réussite avec l'ensemble de la chaîne. Voilà, dire qu'aujourd'hui on a été quand même très aidé par l'État. Puisque le plan de relance, alors on a été bien entendu sur les 2 échelles de temps et c'est intéressant de se remettre, alors même si ça paraît loin maintenant la crise Covid, prix du pétrole, prix négatif, donc ça veut dire catastrophe puisque les déchets ils continuent d'arriver dans les centres de tri. Les acheteurs ils disent on va pas aller acheter du plastique recyclé puisque le plastique vierge il est pas cher. Donc là on a eu des mesures d'urgence et puis globalement voilà, des mesures à l'incorporation et ça je crois que l'État a bien compris. On a allié un petit peu tout le monde pour tirer la demande avec un soutien à l'investissement et puis libérer les verrous. Donc le contact alimentaire étant un des verrous, des incertitudes effectivement sur la place qu'on aura du recyclage chimique. Et puis voilà, on a maintenant, je dirais, 2 volets d'aide dans le cadre du plan de relance. Le soutien au développement de la filière et le soutien à l'innovation. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve alors, pour le plastique, mais de manière générale sur un petit peu tous les sujets. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme support derrière. Le plan de relance. Voilà, donc le plan de relance. Bon, je crois que j'ai couvert à peu près. Ah si, peut-être il y a un slide qui est intéressant sur les camemberts là. Je l'aime bien le slide sur les camemberts. Ça illustre un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça c'est une étude qu'on a fait, Jérôme David dans le cadre du CSF, mais c'est dans le cadre de l'observatoire de Fédérec, c'est-à-dire les origines. Et les origines, ce qu'on voit, ce qui est collecté aujourd'hui. On collecte aujourd'hui 822 000 tonnes, donc un peu moins d'1 million de tonnes. Et là-dedans, voilà une grande proportion d'emballage. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les emballages ménagers, 28%, mais ce qu'on n'imagine pas, c'est que les emballages industriels et commerciaux, c'est encore plus. Donc voilà, dans la vraie vie, voilà, la réalité du marché, c'est ça. Et puis derrière, vous voyez arriver le bâtiment, et puis l'automobile, etc. Mais là, c'est pas représentatif de ce qu'on fera en 2025, parce qu'en 2025, on aura eu des REP qui vont faire sortir du bâtiment un certain nombre de flux qui vont à mon avis aussi aider l'automobile. Alors je vous dis une anecdote, l'automobile, en fait on recycle aujourd'hui pas grand chose dans les plastiques, c'est pas parce qu'il n'y a pas de volonté, mais on fait ce qui est facile, c'est-à-dire les réservoirs à carburant, les pare-chocs et puis à la marge un certain nombre de pièces plastiques. Mais dans la vraie vie, il y a à peu près 200 types de plastique dans une automobile. Alors il y a les 7 familles que j'évoquais, mais la réalité est d'une grande complexité parce que avant tout, il y a un avantage, enfin satisfaire le client, etc. Et qu'on va devoir rentrer dans une phase de simplification du type de plastique utilisé si on veut vraiment progresser. Et puis intéressé aussi de voir dans la collecte sélective ce qu'on récupère, avant tout du PET, les fameuses bouteilles en plastique. Mais quand on regarde dans les industriels et commerciaux, le plus gros gisement, c'est les films en PEHD. Donc l'ensachage, par exemple, des palettes et des choses comme ça. Voilà, écoutez, j'ai pas voulu vous être trop long, mais j'ai voulu un peu mettre de coloration dans le discours et puis peut-être laisser aussi du temps pour les questions. Oui, merci beaucoup. Voilà, il y avait encore une petite slide sur les mesures qui permettraient de favoriser justement l'investissement dans l'incorporation de plastique recyclé, mais tout a été dit. C'est un point important, elle a raison Diane de me rappeler alors sur ce sujet-là. En fait, si vous voulez, pendant 4 ans, on s'est posé la question quels pouvaient être les drivers pour faciliter l'incorporation. Et c'est compliqué parce que déjà, sur ces produits, on est sur des marchés européens, voire mondiaux. Et donc, imaginer des mesures franco-françaises, ce n'était pas réaliste. Donc, il y a tous les trains de mesures qui sont poussés par Auric en particulier. Mais on a une opportunité en France, c'est les éco-contributions. Et en fait, on a un nouveau système qui arrive. Vous achetez un canapé, vous avez acheté un réfrigérateur, vous avez une éco-contribution. Cette éco-contribution, elle paye le traitement de la fin de vie de l'appareil et elle a permis de faire progresser les process de recyclage. Et maintenant, on a un deuxième élément qui arrive, qu'on est en train de tester de manière précurseur avec l'emballage, c'est l'éco-modulation. L'éco-modulation est en particulier quelque chose qui est lié à 2 paramètres, la recyclabilité et l'incorporation de matières recyclées. Et là, on est en train de commencer à jouer avec cet outil du bonus.
du bonus à l'incorporation, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, vous avez une éco-contribution de 10 centimes, et ben, si vous mettez du recyclé dans votre article, eh ben, vous allez peut-être avoir un bonus de 6 centimes. Donc ça veut dire que vous ramenez l'éco-contribution à 4 centimes. Et donc on va pouvoir jouer de manière fine avec en plus un double intérêt, c'est qu'on peut jouer sur le retour dans la fonction. C'est-à-dire que soit vous incorporez, vous intégrez du recyclé, donc ça c'est déjà bien déjà, mais si vous intégrez du recyclé venant de la fonction initiale, vous avez une majoration du bonus. Donc je dis ça parce que quand vous recyclez dans la même fonction, c'est l'idéal. Vous n'avez pas de perte de valeur, vous ne faites pas du downcycling, vous gardez la valeur de la résine d'origine. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus avec l'ensemble des acteurs, avec le CSF et les pouvoirs publics. Et puis bon, une question qui est en couverte, c'est la taxe carbone aux frontières. On ne sait pas encore exactement comment ça va s'articuler. Est-ce qu'on va devoir taxer les produits à importer? Sur quelle base? Et puis bon, après ça, c'est un peu touchy, mais le plan de relance, en fait, il est nourri en particulier par la taxe sur les plastiques non recyclés, les emballages non recyclés. Et donc ça, c'est aussi un débat qui est en train de se traiter en ce moment. Vous savez, pour l'anecdote, c'est le Brexit un petit peu qui a été le détonateur de ça, en se disant, voilà, on a un manque sur le budget européen, comment on va pouvoir s'en sortir? Ben voilà, on va taxer les emballages non recyclés. Et donc voilà, ça titille toute la filière pour progresser. Mais du coup, voilà, il y a l'équation à trouver entre les budgets des États membres, le budget qu'on alloue au plan de relance, et puis maintenant, voilà, on a le fameux plan à 30 milliards de vision 2030. Ça, c'est encore un autre sujet. Merci à tous. Voilà, bon, bah, on a un petit peu de temps pour quelques questions dans l'auditoire si vous en aviez. N'hésitez pas sur l'ensemble des sujets et auprès des différents intervenants. C'est un sujet facile et très peu complexe qui ne suscite pas de questions. Comme vous Allez, voulez. on se donne 3 secondes là, pour une deuxième question. Là, sinon, c'est qu'on a été clair et bien compris. Voilà, c'est aussi une conclusion possible. Oui, là-bas, j'arrive. Très bien. Bonjour, vous m'entendez? J'aurais une question sur le PEHD rigide. Notre société cherche à le faire recycler. On a du mal à trouver des gens qui le prennent en charge. Et j'aurais aimé savoir pourquoi. Qu'est-ce qui freine cette filière sur le PEHD? Est-ce que vous pouvez préciser votre demande? Parce que le PEHD est un produit qui se recycle particulièrement bien. Donc je suis étonné que vous ne trouviez pas de filière. Alors à moins que votre produit soit spécifique. Nous, c'est des tuyaux ou des plaques en brut. Issus du bâtiment? Ça peut être issu du bâtiment ou non sali. Alors les polyoléfines sont une résine qui se recycle très bien, qu'ils soient en HD ou en BD, donc en haute densité ou en basse densité. C'est la matière la plus connue et la plus facilement recyclable. Après, vous pouvez avoir des contraintes de saleté, de contaminants qui sont dessus, mais théoriquement, à moins que ce soit des solvants ou des produits dangereux, vous allez toujours avoir un système de nettoyage qui va permettre de les nettoyer, de les recycler. C'est des produits à valeur, donc même les tuyaux de chantier, on sait le faire. La seule question, c'est qu'il faut qu'ils soient un petit peu monoproduits. Mais s'ils ne le sont pas, on va les transformer pour qu'ils redeviennent monoproduits. Donc normalement, vous me montrerez vos produits, mais normalement, il n'y a pas de problème à recycler ce genre de produits-là. En fait, votre question elle est intéressante parce que, comme dit, quand ça arrive dans la cour de Christophe, même s'il n'a pas une cour, il n'a pas forcément un chantier, il va donner un prix d'achat. La question, c'est comment, d'un gisement initial, c'est-à-dire un bâtiment, on va arriver à avoir une économie qui va permettre que le prix d'achat de la résine couvre l'ensemble de la chaîne. Et en général, elle ne la couvre pas. Et c'est pour ça qu'on a l'intérêt de la REP et de la REP des chaînes du bâtiment. C'est qu'en fait, vous avez, et d'autant plus que maintenant, on a la question de la reprise gratuite. Et donc là, il va y avoir, en fait, la question elle est à la fois économique et technique. Donc j'entends que techniquement, on a des solutions. Maintenant, la réponse est plus économique. C'est comment on va financer le tri pour amener le produit dans la cour du recycleur. D'autres questions? Bonjour. J'aurais une petite question par rapport au contact alimentaire, à la définition que l'EFSA peut en faire et justement le cadre dans lequel l'incorporation de plastique recyclé peut évoluer là-dessus. Parce que vous avez dit qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment que le PET qui est considéré dans ce cadre-là.
D'un point de vue technologique ou d'un point de vue réglementaire, quel est le frein pour que d'autres polymères soient inclus dans ce cadre? Par exemple, un polystyrène ou une polyolefine? Le premier frein, ça va être la traçabilité des matériaux. Parce que, comme j'ai dit, le PET, c'est facilement triable, enfin collecté et trié facilement, alors que tous les autres plastiques sont mélangés. Donc après, il faut les retrier et ils sont contaminés souvent par d'autres plastiques. Et le problème de traçabilité donc de la matière recyclée, qui va être recyclée, et après à partir de contamination. Souvent, tout ce qui est film, c'est souvent des multicouches. Genre le PE, il est souvent en PE, VOH, PE. Donc il y a une couche de VOH à l'intérieur qui va perturber la recyclabilité. Donc à partir d'un certain pourcentage de VOH dans le PE, on va plus pouvoir le recycler, ça va modifier ses propriétés mécaniques et du coup on va pas pouvoir le recycler facilement. Donc ça c'est les premiers freins. Et est-ce qu'on va vers une définition de ce que serait un déchet post-consommateur apte au contact alimentaire pour d'autres matériaux que le PET? Par exemple, dans le cas du PET, on a une définition qui est le 95% post-consommateur apte au contact alimentaire pour faire du plastique recyclé, du PET recyclé apte au contact alimentaire. Est-ce qu'il y a des définitions de ce type qui sont envisagées pour d'autres polymères? Alors, la définition, je ne sais pas, je pense que Pascal serait plus à même de répondre que moi. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le seul qui est capable, c'est bien le PET pour une raison. On a une technologie qui neutralise tous les polluants, tout ce qui peut être dedans. Donc, on a une exigence de qualité qui peut être répondue grâce à cette technologie. On ne l'a pas encore sur les autres matériaux. C'est-à-dire que technologiquement, on ne sait pas encore monter à un grade suffisamment élevé pour neutraliser dans le PE. Pourquoi? Parce que le PE, il fond à une température qui est inférieure à ce degré-là. Donc on n'a pas cette technologie. Quand je vous parlais du recyclage chimique tout à l'heure, le recyclage chimique, le principe, c'est quoi? Je mets un plastique dans un bain, enfin voilà, et je vais revenir au monomère initial. C'est-à-dire que je vais enlever la couleur, je vais enlever le talc, je vais enlever tout ce qui est dedans, et je vais revenir à un monomère comme s'il était vierge. Et donc, j'ai un degré d'exigence qui répond au contact alimentaire. Je n'ai pas cette technologie aujourd'hui dans les autres plastiques. Le seul qui l'a, c'est le PET. Donc nous, on a de grands espoirs parce que ça avance. On voit bien que les investissements, l'État aide, tout ça, on travaille énormément. Vous entendez des sociétés, que ce soit en recyclage enzymatique, sur d'autres produits. On est en train d'avancer vers ces recyclages-là. Le recyclage chimique, c'est l'étape de demain. Et une fois qu'on aura ça, on va pouvoir se dire, ben voilà, j'ai une nouvelle catégorie de plastique que je vais pouvoir aller chercher, dont je n'étais pas capable de recycler aujourd'hui, parce que je n'avais pas cette demande sur le contact. Donc on n'est pas encore au niveau de la technologie, c'est surtout pour ça. Et réglementairement parlant, effectivement, il y a des freins énormes qui disent, attention, vous touchez à la santé. Si vous touchez à la santé, je ne vais pas vous permettre de faire n'importe quoi. Merci beaucoup. Bonjour. À une époque, dans l'emballage, je pense que c'était en PEHD, il a été envisagé, même fait, une sous-couche matière recyclée, pas en contact alimentaire. C'était un peu une façon d'éviter le problème. Et je voulais savoir où on en était aujourd'hui en termes réglementaires et opérationnels. Parce que ça peut offrir quand même une opportunité intéressante pour augmenter ces taux d'incorporation. Il n'y a pas forcément d'exigence réglementaire. Quand tu as des multicouches, ce qu'on demande, c'est que la couche en contact avec la denrée alimentaire soit barrière fonctionnelle. Donc ne permette pas la migration des substances des couches supérieures à travers cette couche-là, vers l'aliment. Donc c'est juste cette problématique-là. S'il y a un plastique recyclé en externe, on va vérifier qu'il n'y a pas de contaminants qui vont passer à travers la barrière, donc avec le polymère vierge qui sera en contact avec l'aliment. C'est toujours complètement faisable sur le plan réglementaire et opérationnel. Ça peut être faisable, par contre, ne connaissant pas l'origine du plastique externe, pour trouver lesquels contaminants à passer à travers, c'est compliqué. Donc là, on va faire des batteries de tests qui vont coûter très cher parce qu'on va aller chercher tous les contaminants, on va faire des screenings de contaminants qui vont passer à travers. Tout ce qui est perturbateur endocrinien, tout ce qui est additif, etc. quoi. Pour être sûr que la couche en contact soit barrière fonctionnelle et ne laisse passer aucune substance dangereuse. Okay. Merci. Éventuellement d'autres questions peut-être? Non. Oui. Bonjour. Avec le plastique recyclé chimiquement, si on arrive à avoir l'agrément réglementaire pour le contact alimentaire, on pourrait imaginer demain des plastiques qui contiendraient 100% de matière plastique recyclée? Oui, oui, c'est possible, oui.
éventuellement même en combinant avec une partie du coup, qui revient au vierge presque en recyclé chimiquement et en le combinant avec du recyclé mécaniquement. Oui, après oui. D'accord, on peut Il imaginer. faut juste que la Commission européenne donne son agrément et vu que dans le le règlement actuel des plastiques recyclés alimentaires, il n'inclut pas les recyclages chimiques, ça va être le cas hein, dans le prochain amendement. On attend cet amendement-là justement pour inclure le recyclage chimique et après ils vont pouvoir délivrer des agréments aux différentes usines du recycleur. Et quelle que soit la résine, ce recyclage chimique, ça... Après, ils vont juste vérifier qu'il n'y a pas de contaminants dans le produit, hein, donc il y a toute une batterie de tests aussi. Oui, pour répondre à votre question, oui, dans l'optique, quand ça va marcher, mais encore une fois, on a de bons espoirs. Quand ça va marcher, vous revenez à un monomère initial. C'est comme si vous aviez pris du pétrole neuf, que vous aviez fait un plastique neuf, vous revenez à sa résine initiale parce que vous avez tout enlevé qui est autour. Moi, j'ai vu une technologie, mais c'est pour le coup avec un solvant, dans du polystyrène. On met le polystyrène, votre caisse de calage, là, vous le mettez dedans, ça fond. Et en fait, ce qui récupère, clairement, c'est un monomère vierge. Et c'est propre, c'est 100% propre. Donc vous pouvez quasiment le recycler à l'infini. Donc c'est une super technologie, on n'est juste pas encore prêt. Mais quand ça sera prêt, logiquement, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas la réglementation qui va avec, puisqu'on est mieux que mieux. Je ne sais pas comment vous dire. C'est forcément mieux que le mécanique. Le mécanique, que ça soit le carton ou le plastique, au bout d'un moment, quand vous l'avez recyclé plusieurs fois, il s'abîme, il commence à se détériorer, c'est normal. Là, pour le coup, on vous dira, bah non, en fait, c'est aussi bien que quand c'était neuf. Une industrie du recyclage plastique complètement indépendante de l'industrie pétrolière, presque. Merci. Oui. Je pense que vraiment, avec les objectifs de contenu recyclé, effectivement, on a à la fois des débats avec la chaîne de valeur et également du travail qui est fait d'un point de vue réglementaire qu'on n'avait pas il y a 3 ou 4 ans. Donc on est en train de traiter des problématiques qu'on n'aurait jamais imaginées il y a encore 2 ou 3 ans. Ça vraiment, je suis très clair. Ça nous oblige également, et c'est ce qu'on fait RIC avec nos experts, à travailler sur des projets européens. J'en ai présenté un il y a 2 jours, SIMPA, sur le recyclage avec un certain nombre de technologies issues du recyclage mécanique, mais pas que, des fils multicouches, qu'il y a 2 ou 3 ans, on ne faisait pas, parce qu'effectivement, il n'y avait pas je dis pas, c'est pas une contrainte réglementaire, mais ces objectifs réglementaires qui poussent la filière dans son ensemble à travailler. Sur les questions recyclage chimique, recyclage mécanique, on va s'orienter, à mon avis, de plus en plus vers une complémentarité. Avec effectivement le fait qu'on a toujours un bilan carbone qui est très positif avec le recyclage mécanique, une marge de progression qui est là, on ne peut pas le nier, ça va continuer, et également des contraintes. Et au niveau européen, la législation va devoir évoluer, on le sait, on y travaille, ça c'est sûr. Et à côté de ça, on a toujours, et surtout pour le contact alimentaire, une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre sur le marché des plastiques recyclés qui ne satisfont pas aux obligations de contact alimentaire, REACH, etc., de l'EFSA. Donc ça, on ne va pas transiger là-dessus. Et donc, après le choix de la technologie, il sera nécessairement induit, enfin, il y aura une relation de cause à effet, avec les contraintes réglementaires et l'évolution de l'innovation. Et donc ça, vraiment, nous, on y travaille au sein de RIC, mais avec nos fédérations à tous les niveaux, avec les entreprises qu'on représente via les fédérations ou également en direct. Et donc, on a à la fois ce travail qu'on fait sur essayer d'accompagner la législation pour pas uniquement avoir des objectifs de recyclage, mais également de contenu recyclé qui soient réalistes. Et on fait le même travail, on va regarder les polymères, on va regarder ce qui est possible, ce qu'on pense qui sera possible, les gisements, etc. Là, on a vraiment une vraie marge de progression d'un point de vue innovation. Et je pense que, je ne dis pas, tout n'est pas parfait, on n'est pas toujours d'accord, mais il y a un mouvement qui s'est initié et qui va vraiment dans la bonne direction. Et je pense que c'est vraiment important pour le plastique parce qu'on l'a vu ces dernières années, ça n'a pas toujours eu bonne presse, c'est une métaphore. Et donc si on n'évolue pas, on va pas aller on aura toujours après des contraintes réglementaires qui, elles, n'iront pas toujours dans le sens du bon usage des plastiques et on ne peut pas tout remplacer. Et on le voit souvent dans les débats publics, encore plus à Bruxelles où effectivement on a, je ne dis pas un contact, mais on a quand même un fort... de fortes contraintes, d'obligations de résultats, de débats publics qui ne sont pas toujours très en lien avec la réalité du terrain. Et donc il y a une vraie prise de conscience de la chaîne de valeur et des débats qu'on avait avec nos pendants, Plastics Europe, les converteurs, les autres associations, qu'on n'avait pas toujours, même pas du tout, il y a 3 ou 4 ans. Hop.
Bonjour, moi j'aurais deux questions. La première, ce serait sur le recyclage chimique. Parce que du coup vous dites qu'on arrive sur un matériau propre une fois le matériau recyclé chimiquement, mais est-ce qu'on n'a pas d'autres problématiques de transfert d'impact, notamment sur le recyclage du coup des déchets chimiques et du coup du bain chimique? Et la deuxième question serait plutôt législative. Est-ce que ce serait souhaitable, est-ce que ce serait pertinent, est-ce que ce serait envisageable d'orienter la production de plastique alimentaire vers le PET, sachant qu'on a la technologie pour le faire? Est-ce que ce serait une bonne chose ou pas, et est-ce que ce serait intelligent? Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de répondre à votre première. Je ne suis pas sûr de bien avoir compris. Votre question, c'était est-ce que s'il y a un produit pollué chimiquement, si on le recycle en recyclage chimique, il n'y aura plus cette pollution? C'était ça votre question? C'est les déchets qu'on a enlevés du recyclage chimique, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je n'ai pas la réponse. De l'exemple dont je vous ai donné tout à l'heure sur le polystyrène, c'était traité en déchets dangereux, en DIS, parce qu'il y avait du solvant. Mais là, c'est parce qu'il y a un solvant. Je n'ai pas la réponse parce que pour l'instant, le recyclage chimique, il n'y a pas de... Enfin, j'en connais pas en fait. Ouais. J'en connais pas réellement. On est en train d'avancer dessus. Donc, j'ai pas cette réponse. On va dire que si c'est un... je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas vous répondre. Maintenant, pour le PET, alors peut-être que lui, il va savoir vous répondre. Pour le PET, là, ce que vous avez dit, c'est hyper intéressant sur notamment l'emballage, où on bascule effectivement de plus en plus sur le PET alimentaire dans beaucoup de choses. On a énormément d'entreprises de la grande distribution qui viennent voir nos fédérations, nos organismes. C'est pas que Fédérec, hein, c'est Citeo, qui viennent voir tous les fabricants pour leur dire, ben voilà, il faut que je réfléchisse différemment mon emballage, parce que j'ai une sous-couche, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, parce que j'ai un mix de plastique et tout ça, ça va pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça fait plusieurs années qu'on leur dit, faites un emballage monomère. PET, c'est très bien. Et si vous voulez faire quelque chose de design, faites juste des choses qui s'emboîtent, mais qui se défont facilement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes chez vous, il n'y a pas de problème à enlever le couvercle en carton et de le mettre à recycler, et le couvercle en plastique à le mettre à recycler. Nous, on sait très bien faire le tri et la collecte de ces produits-là. Donc, habituez-vous à faire des emballages comme ça, nous on saura les recycler. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est quand vous faites des emballages qui sont tous complexés, mêlés les uns avec les autres, là on ne sait pas faire. Et pour le coup, effectivement, le PET est une très bonne résine qu'on recycle très bien, qui mécaniquement on sait faire. Donc c'est très bien, c'est facile et tout. Donc on les pousse à aller vers ça. Il faut reconnaître que depuis 2-3 ans, il y a eu un énorme effort de fait là-dessus et que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de récupérer ce genre de contenant. Merci. Je ne vais pas répondre à votre question, mais je vais rajouter quelque chose qui a été dit. Sur la directive emballage qui va être proposée incessamment sous peu, plutôt en début d'année prochaine, il y a une partie exigence essentielle, c'est-à-dire comment on travaille sur des exigences qui vont rendre les produits d'emballage mis sur le marché plus facilement réutilisables, plus facilement recyclables. Là, on a toujours eu un message, je veux dire, constant, c'est-à-dire que les exigences essentielles, surtout pour les emballages qui ont une durée de vie qui est intrinsèquement courte, elles doivent être basées sur la technologie qu'on a aujourd'hui, pas sur ce qu'on pense avoir dans 5 ou 10 ans. Donc ça veut dire que le message, effectivement, on accompagne l'innovation, mais lorsqu'il s'agit effectivement, c'est là où il faut être flexible effectivement sur l'adaptation réglementaire, mais lorsqu'on travaille sur les exigences essentielles, on va toujours essayer d'aller effectivement, de tendre quand c'est possible vers du monomatériau, vers des matières qu'on sait recycler aujourd'hui, pour éviter effectivement de continuer à se créer des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, et c'est ce que j'ai dit avant, à travailler sur l'innovation pour... Justement, c'est ce qu'on fait avec Simpa, mais également, il y a d'autres projets européens pour recycler des produits complexes qui aujourd'hui ne sont pas recyclables et qu'on ne peut pas retirer du jour au lendemain du marché. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour, vous dites qu'on a les connaissances et la technologie pour recycler des PE sans aucun problème en France. Pas pour le reste, mais en revanche en Allemagne on fait très bien du recyclage PP. Alors, pourquoi ne pas l'appliquer en France? Je ne crois pas avoir dit qu'on ne savait pas recycler les autres résines. D'accord. On recycle très bien le PP, on recycle très bien les polystyrènes. La plupart des résines sont très facilement recyclables. On va dire c'est assez simple. Un plastique est assez facilement recyclable quand il est dans sa famille. Ce qui est compliqué dans un plastique à recycler, c'est quand vous avez plusieurs familles qui sont mélangées sur un seul produit. Il faut les séparer pour les rendre dans chacune de leurs familles. Le PS se recycle très bien en PS. Le PE se recycle très bien en PE, etc. Mais non, on n'a aucun problème à recycler les PP. Le pare-choc, reprenons l'exemple qu'a donné Manuel tout à l'heure, le pare-choc de voiture se recycle très bien.
on va le broyer, on va enlever les petits morceaux de métaux et on va très bien le recycler, c'est pas un problème. C'est des grandes familles qui se recyclent très bien. Bonjour. Est-ce que vous avez des technologies pour justement séparer les plastiques de différentes familles quand elles sont en paillettes, par exemple, en mélange? Est-ce qu'on sait le faire avec une technologie quelconque? Est-ce qu'on a des technologies pour séparer les plastiques, c'est ça? Bien sûr, toutes les entreprises que vous trouverez aujourd'hui dans le salon, pour la plupart, sont, regardez juste Tomra derrière, c'est un bon exemple, qui trie par lecture optique des matériaux. Donc en fait, toute la question, c'est comment vous préparez le matériau pour être trié derrière. Toute la source, elle est là. Les gros gisements, c'est les films. En général, on va les trier à la main ou avec des technologies, mais ça se fait assez facilement. Et sur les paillettes, oui, c'est que des technologies. Mécaniquement, on sait assez bien, on sait aller assez loin. Pas partout. On commence à être... c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le recyclage chimique, c'est l'étape d'après, parce qu'on est tellement loin aujourd'hui dans nos connaissances mécaniques qu'on ne va pas pouvoir aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Et que l'étape d'après, ça sera un autre système. Et ça sera probablement le chimique, l'enzymatique, ce que vous voulez, mais ça sera autre chose. Bonjour. En fait, on a vu dans les linéaires, vous m'entendez bien? Ok. On a vu dans les linéaires, après les sachets plastiques, se voir retirer les emballages à usage unique. En quoi les bouteilles d'eau minérale et autres bouteilles de boisson se verraient retirées entre guillemets, pourquoi est-ce qu'elles ne passeraient pas par les mêmes contraintes? Cette volonté de retirer à terme tous les emballages à usage unique. Est-ce que pour vous c'est une réalité? Est-ce que ce problème ne fait pas face au lobbying d'une industrie très forte de l'emballage, des bouteilles plastiques de boissons? Franchement, j'ai pas de réponse, on peut en discuter. Je pense que de plus en plus, notamment les grandes entreprises qui mettent sur le marché, il va y avoir des changements de business model. On n'aura peut-être pas que la bouteille, mais tout supprimer du jour au lendemain, ça je pense pas que ça soit réalisable. Et voilà. En fait, c'était surtout de comprendre la distinction. On peut comprendre au titre de contraintes techniques. Les emballages type gobelet, assiette sont d'usage unique. Peut-être qu'elles sont à vocation plus polluante, elles peuvent peut-être plus facilement se retrouver dans les océans, mais les bouteilles d'eau minérale restent pour moi, ça me semble être une aberration quand on voit le cycle de vie aussi court, qu'on ne s'attaque pas à ce vrai problème et qu'on n'ait pas déjà mis en place des solutions comme si vraiment ce domaine était... je ne demande pas à avoir une révolution du jour au lendemain, mais qu'on s'y atteigne et que le gouvernement nous mette des objectifs. Ce serait très intéressant. Pardon. Je veux bien continuer le débat avec vous après, parce qu'il y a aussi tout le débat sur la réutilisation, les ACV, les différentes matières. Oui, peut-être juste se dire qu'à ma connaissance, il y a une liste qui a été définie sur ce qu'on entendait par emballage à usage unique, et que c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'allers-retours avec les différents secteurs pour arriver à quelque chose qui a du sens, parce que le point de départ, c'est quand même les plastiques retrouvés dans les océans, où on a des cotons-tiges, on a tout un tas de choses comme ça, et donc on a ciblé, je dirais, les petits objets disséminés, les touillettes, et des choses comme ça, où là, effectivement, on va pas recycler une touillette, alors qu'une bouteille en plastique, on va la recycler. Il faut être pragmatique à un moment donné, quoi. Okay. Bonjour. Quand vous évoquiez les travaux du CSF sur l'incorporation plastique, vous aviez évoqué un état des lieux de la matière recyclée plastique, en fait une sorte d'état des lieux des gisements disponibles, si j'ai bien compris. Est-ce que ces informations ont vocation à être partagées avec tous les acteurs du recyclage, ou est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, est-ce que c'est disponible aujourd'hui ou non, en fait? Oui, c'est tout à fait disponible. Enfin, le principe du CSF, c'est un partage avec l'ensemble des acteurs, même les organisations syndicales. Les organisations syndicales font partie du bureau du comité stratégique de filière. Donc, il n'y a aucune restriction. Enfin, c'est sorti même, je crois, dans certains articles de presse. Donc, vous nous écrivez, on vous enverra les éléments et vous verrez, c'est très, très intéressant. D'autres questions, peut-être? On a encore un peu de temps, donc n'hésitez pas. Non? Bon bah écoutez, merci à tous. Écoutez, oui, il y avait une dernière question, non? C'est bon? Si. Bonjour. Moi, ça aurait été en termes de capacité réelle.
En fait, on a peut-être connaissance du gisement produit notamment en France. Est-ce qu'en réel, on peut avoir les usines qui seront capables de traiter suffisamment de déchets? Et deuxième question, en termes de coût, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt économique, enfin, pour les producteurs de déchets? Je ne pense pas. Produire à partir de plastique recyclé plutôt que de produire à partir de la matière première. Finalement, vu que le cycle de traitement va finir par produire la matière première, ouais, j'arrive pas à voir comment ça peut être réellement viable en fait. J'ai l'impression que c'est un peu utopique et qu'en termes de coût, on n'aura ni les capacités de le faire, ni les obligations pour les producteurs de déchets de passer par ces biais-là. Bah, les capacités, si vous voulez, elles se mettent en place au fur et à mesure, en particulier, je dirais, de la réglementation et des REP. Les filières à responsabilité élargie du producteur font émerger le gisement. À partir du moment où le gisement il est disponible, construire des installations, il n'y a aucune difficulté. Il faut effectivement juste qu'il y ait le business model, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un client. Et donc l'élément nouveau, c'est qu'on est en train de construire le débouché, c'est-à-dire on construit la demande. Là où c'est particulier, si vous voulez, c'est qu'on hérite quand même en Europe d'une partie du gisement qui vient d'Asie. Notamment les équipements électriques et électroniques qui sont fabriqués en Asie. Donc on a sur le territoire européen, mais c'est valable pour plastique, mais c'est valable pour d'autres matériaux, un gisement qui vient d'ailleurs. Et donc pendant longtemps, on a eu un retour vers l'Asie, que ce soit sur les plastiques ou sur les papiers cartons. Et là, on est rentré dans un monde un peu particulier où il faut travailler la mine urbaine avec un gisement qui vient parfois de loin. Donc voilà, on est dans cette phase d'adaptation, mais fondamentalement, techniquement, il n'y a pas de difficulté particulière. Et puis il y a toujours l'intérêt écologique du recyclage, c'est-à-dire qu'on fait quand même une économie de CO2. Enfin, ça a été objectivé sur le plastique comme dans les autres résides, dans les autres matériaux. À partir du moment où on recycle, on rejette moins de CO2. Après ça, voilà, c'est vrai que c'est aussi un effort quand même à faire. Alors c'est aussi une opportunité pour l'emploi. Et puis de toute façon, il faut bien faire quelque chose de ces produits en fin de vie. Je me permets de rajouter, parce que votre question, c'est exactement le sujet quand même de la conférence, c'était le taux d'incorporation. Vous dites comment économiquement c'est valable. Pourquoi? Parce que la loi, l'orientation de la loi, si vous voulez, dit qu'il faut mettre 20 à 30% de plastique recyclé dedans dans toutes les pièces qui sortent. C'est nouveau, ça n'existait pas. Donc à partir du moment où on doit le faire, c'est ce que je vous disais sur le PET tout à l'heure, ça tire la demande. Oh là là, je fabrique une pièce plastique, le vierge c'est mieux, hein, c'est plus facile le vierge. C'est comme si on vous disait, pour le même prix, tu achètes des chaussures d'occasion ou des chaussures neuves. Logiquement, vous allez aller chercher des chaussures neuves. Là, on vous dit, oui, mais non, mais t'as pas le choix en fait. Il faut... Non, le prix, c'est ce que je vous disais, aujourd'hui, ça a changé la donne. C'est pour ça qu'on se bat depuis des années auprès de l'État en disant, tant que vous ne légiférez pas là-dessus, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut les obliger à dire je mets du plastique recyclé dedans. Et aujourd'hui, le prix de la matière recyclée devient décorrélé du prix de la matière vierge parce qu'on est obligé d'en mettre dedans. Les grandes marques, sans les citer, les grandes marques de boissons, etc., se sont toutes lancées là-dedans, quitte à investir dans des usines. À investir dans des usines en disant je vais m'acheter une usine juste pour être sûr d'avoir mon granulé demain, recyclé. Et donc ça tire la demande. Donc on arrive enfin, là, on lutte depuis des années, on arrive enfin à ce schéma-là. Et si demain on dit ça sera 50%, tant mieux. Il y a aujourd'hui des grandes marques que vous voyez qui commencent à afficher sur leurs bouteilles ou sur d'autres produits 100% plastique recyclé. Très bien. Il n'y a pas de quoi suffire il n'y a pas d'offre suffisante pour répondre à la demande actuelle. Tant mieux. Ça va inciter tous les gens, que vous soyez tous autant que vous, à dire finalement, je vais peut-être ramener ma bouteille ou mon emballage plastique, ou je vais le ramener à un endroit parce que je suis maintenant sûr que finalement, il va y avoir une économie derrière qui va faire que ça va être recyclé. Une dernière question peut-être? Est-ce qu'on peut espérer ce pourcentage sur l'ensemble des plastiques, des PE, des polymères? Le PVC, les 30%? Ouais. Alors, je voudrais vous dire oui, mais non, c'est pas possible. Il y a clairement des résines où on ne pourra pas le faire. Et donc, c'est un peu ce qu'expliquait tout à l'heure Manuel. Il y a cette histoire de bonus-malus. C'est-à-dire que je suis un fabricant d'une pièce plastique, c'est une pièce technique, pour X ou Y raison, j'arriverai pas à la recycler dans sa forme originelle, mais je suis obligé de produire ce sac plastique, donc je vais payer un malus parce que j'ai pas le choix.
Prenons la médecine par exemple, vous allez avoir des emballages ou une poche de sang, je ne sais pas, mais on ne peut pas la recycler la poche de sang, on ne va pas s'amuser à aller la recycler. Donc voilà, il y a des produits qui techniquement ne pourront pas le faire. Donc c'est cette histoire de dire finalement le taux global, notamment qu'on pousse au niveau européen, c'est de dire c'est un taux global de 20%, de 30%, et là-dedans les familles, les fabricants vont entre guillemets essayer de faire ce qu'ils peuvent pour, il y en a certains qui feront 100% et il y en a d'autres qui feront peut-être que 0. Okay, c'est un taux global, il faut le prendre comme ça. Bonjour. Par rapport à cet affichage justement de taux de recyclage, est-ce que chez Federec vous êtes en accord avec la vision mass balance qui permet de dire qu'effectivement, même si on a un affichage qui présente par exemple 30% de recyclé, dans la bouteille qu'on tient en main, on n'a pas forcément les 30% en question, mais d'une façon plus globale, la chaîne fait qu'on a mis 30% globalement de recyclé. Quelle est votre position sur la mass balance ? Écoutez, nous ce qu'on peut dire c'est que le processus il est en cours avec, alors c'est piloté par l'Institut de la plasturgie, par Polivia et son centre technique. C'est adossé à un laboratoire qui est COFRAC, puisqu'il faut un agrément COFRAC, donc c'est le laboratoire national d'essai. Nous on est partie prenante, si vous voulez, on n'a pas un avis en particulier, voilà, c'est un débat d'experts, mais enfin la question c'est que si on dit qu'il doit y avoir 30%, il faut qu'on mesure, et puis après ça je ne peux pas vous répondre dans le détail, mais il faudra bien valider à un moment donné que la réglementation elle est respectée. Mais voilà, on est dans une démarche collective de toute façon. Je ne sais pas si c'est le lieu, mais on y fait très très attention au niveau européen pour éviter effectivement que les seuils soient trop facilement atteints en fonction, le diable est dans les détails, des méthodologies qui sont mises en œuvre. Autant on comprend que la mass balance pour le recyclage chimique, voilà, il y a des avantages. Autant pour le recyclage tel qu'on le fait aujourd'hui, on fait vraiment attention. Et c'est vraiment toute l'importance du travail que fait le Joint Research Center. Moi, dans les détails, je ne pourrais pas vous répondre. J'ai une personne qui d'ailleurs fait pas que ça, mais fait beaucoup ça, pour faire en sorte qu'on ne prenne pas des vessies pour des lanternes. Merci. Quelqu'un d'autre éventuellement ? Bon écoutez, il nous reste à vous remercier. Enfin, c'est une table ronde où on a eu le plus de questions. Donc voilà, ça montre l'intérêt de tout le monde pour le sujet. Donc merci à vous, merci à nos intervenants. Et puis bonne continuation pour le salon.